Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau mardi des Bernardins. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur KTO, à ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Pour ce mardi d'actualité, je salue également les spectateurs du Collège des Bernardins. Alors vous le savez, cette semaine, le 1er mai est fêté dans un grand nombre de pays. C'est la fête du travail et ce n'est pas un hasard si c'est aussi la fête de Saint-Joseph Artisan, patron des travailleurs. Alors que le chômage a augmenté de un peu plus de 4% en un an, et même s'il semble stabiliser un petit peu en mars, alors que les politiques depuis plus de 30 ans semblent impuissants à enrayer les problématiques de l'emploi, alors que les Français doutent de plus en plus de la stabilité de leur travail, c'est toute la notion de travail qui semble remise en cause aujourd'hui. Qu'attend-on de son travail? Quelle place lui donner? Est-il trop valorisé ou justement pas assez mis en valeur? Comment retrouver la valeur du travail? Voici toutes les questions qu'on va se poser ce soir avec 4 invités sur le plateau. Merci à tous les 4 d'être ici. Je commence par présenter tout à ma droite Joseph Touvenel. Merci d'être avec nous. Vous êtes syndicaliste, vice-président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Ensuite, en face de vous, Philippe Chalmin. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes économiste. On vous voit très souvent sur le plateau, professeur à Paris-Dauphine. Spécialiste de matières premières. Vous aurez aussi évidemment votre mot à dire sur cette valeur travail. À ma droite, Bertrand Macabeo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes associé fondateur de MyCercle, vous pourrez nous dire 2 mots, et vice-président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et enfin, à ma gauche, Hugues Dautefeuille, vous êtes le futur délégué général des Semaines sociales de France. On peut trouver un ouvrage qui est paru sur les dernières éditions des Semaines sociales de France, Réinventer le travail, paru chez Bayard. Merci beaucoup à tous d'être avec nous, tous les 4, pour 52 minutes. Comment retrouver la valeur du travail? Je commence avec vous, Joseph Touvenel. Avez-vous le sentiment que la valeur du travail s'est dégradée ces dernières années? Déjà, il faut peut-être définir, en tout cas, ce qui est pour moi et un certain nombre de socio-chrétiens, le travail. Le travail, c'est participer à l'œuvre commune. C'est-à-dire que ce n'est pas que le travail rémunéré. Participer à l'œuvre commune, c'est le bénévole du dimanche. Il travaille. Les parents qui élèvent leurs enfants travaillent. Et puis on est dans une société où on a besoin de se nourrir, de se loger, etc. Et on a le travail rémunéré. Et peut-être qu'en perdant le sens de cette valeur travail qui est participer à l'œuvre commune, on perd effectivement le sens de la valeur travail pour la restreindre à un sens uniquement économique, qui est totalement dénaturant pour l'être humain, parce que l'être humain a au cœur de lui-même, et c'est aussi sa façon de s'exprimer, c'est le lien social. Je ne travaille pas que pour moi-même, je travaille avec les autres, je travaille pour les autres. Donc la perte, elle est là. La perte, elle est du sens, le véritable sens du travail par rapport à ce qu'est l'être humain, et on se réalise aussi par son travail, quel que soit son poste et sa tâche. Le tout, c'est... je peux faire un travail qui semble quasi répétitif, inintéressant, etc. J'ai été, dans mon jeune temps, homme de ménage. Pas pendant 6 mois, hein, pendant 2 ans. J'ai vidé les poubelles dans les entreprises, nettoyé les toilettes, etc. Je travaillais, j'avais une dignité parce que je me nourrissais par mon travail et j'essayais de bien faire mon travail. Et je faisais partie d'une équipe. Eh bien, j'exprimais bien d'autres valeurs que la valeur économique de juste vider des poubelles et nettoyer les toilettes. Philippe Chalmin, en tant qu'économiste, est-ce que le travail a une autre valeur que celle économique pour vous? Alors, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bon. Et je trouve que cette dimension du travail qui, au fond, marque toutes les heures de la vie, qui marque la relation de l'homme dans sa sociabilité, dans son rapport aussi au vivant, est tout à fait fondamentale. C'est vrai que le travail a aussi, qu'on le veuille ou non, une dimension économique. Par mon travail, je produis un bien. Alors ce bien peut être un bien non marchand, et je peux rentrer dans la beauté. Alors c'est là où on joue un peu sur les mots. Est-ce que ce que je vais donner, ça peut être aussi du travail? Lorsque Benoît XVI nous appelle à la grâce du don, est-ce qu'on est encore dans le travail ou est-ce qu'on en sort? Là, on ergote un peu. Mais c'est vrai, par ailleurs, que je suis obligé de dire qu'il y a un, ouvrez les guillemets, marché du travail. Il y en avait d'ailleurs
à l'époque du Christ. Souvenez-vous du marché au petit matin des ouvriers de la dernière heure. Il y a un marché du travail, il y a un coût du travail qui fait l'objet à la fois d'une relation offre-demande et puis aussi nécessairement de réglementation et de régulation par la communauté. Hugues Godefeuille, je me trompe si je dis que justement en ce moment le travail a tendance à se réduire à cette valeur économique? Alors, c'est... Est-ce que c'est une tendance? Oui, depuis 30 ans, est-ce qu'on peut le dire? Certainement, hein, certainement. Mais quand on interroge, finalement, moi c'est ce que j'ai fait avant de venir ici ce soir, j'ai interrogé mes voisins d'une certaine façon, et je m'aperçois que pour eux le travail, et c'est large, ça a cette largeur que vous avez décrite, c'est-à-dire que beaucoup de choses, presque tout. Le bénévole du dimanche dont parlait Joseph Touvenel, il travaille. Et du travail. Et aussi un certain plaisir du travail. Alors, la valeur économique, c'est sûr, elle doit à un certain moment être trouvée, et c'est un challenge. Bertrand Macabeo. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Joseph Touvenel, c'est participer à l'œuvre commune. Mais j'ajouterais, en participant à l'œuvre commune, l'homme se réalise. Parce que c'est par le travail, finalement, que l'homme se réalise. Et ça, je pense, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je pense que c'est peut-être ce qui a été un peu perdu ces dernières années. Je me souviens avoir participé pour les EDC, j'avais monté un groupe de travail sur le thème de nos assises de Lyon, il y a 2 ans, qui était décideurs en espérance. Et nous avions interviewé 2000 jeunes, on avait eu 1600 réponses. Et que nous répondaient ces jeunes? On leur demandait qu'est-ce que vous attendez des dirigeants d'entreprise, qu'est-ce que vous attendez de votre entreprise, et quelle place voulez-vous donner au travail par rapport à votre vie personnelle? Et les réponses étaient très claires et très unanimes. Ce que j'attends d'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va donner du sens à mon action. Ce que j'attends d'un chef d'entreprise, c'est qu'il réponde à mes attentes, et il pourra compter sur moi tant qu'il répondra à mes attentes. Mais le jour où il ne répond plus à mes attentes du moment, je le quitterai. Et puis le travail, c'est une chose. J'ai aussi une vie personnelle, une vie de famille, une vie sportive, etc. Et je ne veux pas allouer plus de temps à mon travail que à mes autres activités sociales, culturelles, etc. Donc, je crois donc que les jeunes n'ont plus forcément la vision réalisation de soi par le travail, peut-être parce que certains mécanismes ont été cassés, certains mécanismes d'entreprise, au sein d'entreprises où l'on souffre, peut-être plus que dans le passé, mais là encore, c'est un sujet qu'on pourra aborder. Toujours est-il que c'est une réalité qu'il faut que nous ayons en tête. Cette notion de réalisation de soi ne passe plus forcément par le travail, en tout cas plus autant par le travail qu'elle Joseph Touvenel, ça vous le sentez aussi? Perte de la réalisation de soi. Oui, et puis une prééminence. Les marxistes ont quasiment gagné. Ils s'appellent les capitalistes aujourd'hui. C'est-à-dire ce sont les matérialistes. Et on a une prééminence du matérialisme sur le monde en nous imposant des règles économiques. Alors il y a des règles économiques à suivre. Si je suis dans une entreprise privée, mon rôle, d'abord une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine. Si je suis dans le secteur privé, pour que cette communauté humaine vive, se développe, perdure, il faut qu'elle fasse des bénéfices. Ce n'est pas un gros mot. Il y a des lois du marché, etc. Mais de plus en plus, c'est le marché qui impose sa loi au lieu d'être au service de la société. Alors, moi, souvent, je regarde le compendium de la doctrine sociale de l'Église parce que je trouve qu'il y a tout dedans. Qu'est-ce que je lis dans le compendium? On me dit que le juste salaire est le fruit légitime du travail, ceux qui rejettent l'idée du travail uniquement régi par les lois économiques de l'offre et de la demande, de la production et du marché. C'est-à-dire que ces lois existent, mais elles doivent être au service d'eux et ne pas s'imposer comme elles s'imposent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, par notre propre lâcheté, nous imposons le quasi-esclavage dont vous parliez tout à l'heure à l'autre bout de la planète. Aux Chinois, aux Vietnamiens, aux Indiens, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et chez nous, on y arrive à grands pas. Avant de chercher les causes, avec vous les êtes tous travailleurs d'accord, pauvres. Vous êtes d'accord sur le plateau pour dire qu'il
voilà, qu'il y a une perte de ce sens du travail pour les travailleurs. Bien sûr, on en parle même plus, sauf ce soir. Écoutez... non, mais c'est important de revenir à ça, oui. Non, moi je suis absolument pas d'accord, parce que je pense que vous idéalisez le passé. Ce que vous oubliez quand même, c'est que au XIXe siècle, je ne pense pas que l'on pouvait idéaliser la relation de l'homme au travail. Et que, bien souvent, dans notre Occident du XIXe siècle, travail rimait avec esclavage. Les premières usines dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle furent faites sur le modèle des plantations esclavagistes de sucre des Antilles britanniques. Ne l'oublions pas. Et ce n'est que à la fin du XIXe siècle, au moment d'ailleurs où naît la pensée sociale chrétienne, 1891, Rerum Novarum de Léon XIII, c'est à ce moment-là que, effectivement, on a vu les États mettre en place quelques règles du jeu. Peut-être qu'on idéalise, mais vous tombez... Ah non. C'est pas un tableau trop sombre. Ah non, le tableau n'est pas sombre. Si je suis désolé, mais la belle époque, c'est une escroquerie intellectuelle totale. Peggy, elle n'a été belle que pour quelques rentiers. Peggy, dans l'argent, nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. Ils allaient chanter à l'idée qu'ils allaient travailler. Ils allaient chanter. Travailler était leur joie, la racine profonde de leur être. Il y avait un honneur du travail. Vous pouvez peut-être même relire la comtesse de Ségur. Et la vision du monde ouvrier chez la comtesse de Ségur, elle n'est pas très belle. Et puis relisez quand même Zola. Là, quand même, il faut être raisonnable. Et d'ailleurs, ça explique la montée des mouvements ouvriers au XIXe siècle et cette idée que la lutte des classes était totalement nécessaire. Et au fond, tous les combats du XXe siècle nous ont amenés effectivement à une régulation du marché du travail. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est allé trop loin et qu'à force de temps régulé, l'on en est à détruire du travail. D'autant plus que dans nos pays, c'est vrai, nous avons réussi à peu près à faire disparaître les travaux les plus pénibles. Que la situation dans les pays du tiers-monde, nous avons fêté malheureusement l'anniversaire de l'histoire du Bangladesh. Le Bangladesh, la condition des ouvriers du textile au Bangladesh, elle est à peu près l'équivalente de la condition des ouvriers du textile en France, dans les Vosges ou dans le Lancashire en Angleterre, à la fin du XIXe siècle. Alors, appelons un chat un chat. On n'est pas dans une perte de sens, au contraire. Deux choses, on est en train de la première chose, la pensée sociale de l'Église, elle n'est pas née au XIXe siècle. Saint Thomas d'Aquin n'était pas un homme c'était un homme du Moyen Âge. C'est un homme du Moyen Âge. C'est lui qui a théorisé le juste salaire. Non, c'est Aristote. C'est Aristote. Oui, il récupère Aristote, là. Il a peut-être récupéré Aristote. Le juste prix. Juste prix, juste salaire. Donc la pensée sociale de l'Église, elle ne date pas du 19e. Le 19e, vous avez raison, c'est la montée de l'industrialisation. Et chez nous, en France, ça a été les conséquences des lois Le Chapelier de la Révolution française qui ont retiré tout droit au monde ouvrier. D'où cette violence sociale qu'on a connue avec la montée de l'industrialisation. Mais personne n'a dit le contraire ce soir. Le travail n'a pas commencé. On ne va pas regarder passer les trains en disant ça allait mal, alors laissons continuer. La condition moderne du travail naît au XIXe siècle. Et au fond, c'est ce travail du XIXe siècle, ce travail d'usine, ce travail pénible, que nous voyons disparaître aujourd'hui. Oui, mais Philippe, et paradoxalement, nous le regrettons. Mais Philippe, il s'est passé autre chose entre le 19e et le 21e, c'est le 20e, et la croissance incessante de l'information. C'est-à-dire que l'information est tellement rapide par tous les médias que nous connaissons, Internet, etc., qu'aujourd'hui, on sait beaucoup mieux, les jeunes pensent être beaucoup mieux informés de ce qui se passe effectivement au Bangladesh, en Chine, etc., de ce qui se passe chez eux. Gandois disait une chose que je trouvais assez intéressante en 1994. Il dit: les villages disparaissent, la famille disparaît, et c'est à l'entreprise à jouer le rôle de catalyseur social. Et je pense que les entreprises l'ont fait dans la deuxième moitié du XXe siècle. On démarrait ce processus. Simplement, aujourd'hui, ce n'est plus suffisant pour les jeunes parce ils zappent, ils sont happés par plein de choses, ils zappent, et donc ce qu'ils ont ne leur suffit pas. Et je crois que c'est... Oui, mais à ce moment-là, il faut 3,5 millions de chômeurs et ceux qui ont un travail qui disent souvent qu'il manque de sens,
Oui, enfin, on a l'impression qu'il y a quand même, c'est pas le travail. Oui, mais à ce moment-là, aujourd'hui. c'est la question que posait Joseph Touvenel. Dans sa vision large du travail, on peut effectivement ne pas avoir de sens dans son travail, mais on peut trouver un sens à son action dans la société, si je l'appelle travail. Oui, mais sur la notion de travail, moi, ce qui me frappe, vous savez ce que dit l'enseignement de l'Église, hein, le sommet de l'enseignement biblique sur le travail est le commandement du repos sabbatique. C'est-à-dire que le sommet de l'enseignement biblique, c'est le temps du repos. Et ça continue, cela constitue un rempart contre l'asservissement du travail volontaire ou imposé et contre toute forme d'exploitation larvée ou évidente. C'est le compendium. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que nous sommes l'un et l'autre d'accord contre le travail du dimanche, j'espère. Oui, c'est très bien démontré contre l'asservissement, la forme d'exploitation qui est volontaire ou imposée. Mais c'est très intéressant de voir qu'il est mis comme le sommet, c'est le terme, hein, je cite, de l'enseignement biblique sur le travail, le commandement du repos. C'est-à-dire que le travail rentre dans un processus et dans un équilibre qui doit permettre, au-delà du labeur, qui est aussi nécessaire, de faire autre chose et de vivre autre chose, alors qu'on a une société qui, de plus en plus, vous parliez du 19e siècle à juste titre, on n'est plus dans des usines répétitives, quoique, ça existe encore. Allez voir dans le textile, y compris en France, il y a des endroits où c'est très difficile, très répétitif. Mais on a cette nouvelle chaîne où la coupure qu'il pouvait y avoir, je quitte mon employeur, je quitte mon usine, je quitte mon lieu de travail, et jusqu'à demain ou pour le week-end, je suis tranquille, existe de moins en moins. J'ai une véritable chaîne électronique qui fait que je n'ai plus la coupure, et ça désorganise bien des vies, bien des gens, et ça fait exploser d'ailleurs un certain nombre de personnes. Et maintenant, on est en train de nous dire, il y a du burn-out. Ben oui. Et là aussi, on a un enjeu majeur sur le travail en lui-même est bon, l'excès de travail devient mauvais. D'autres feuilles là-dessus, sur cette coupure qui ne se fait plus entre le travail et justement le repos. Est-ce que c'est ça qui a fait que la valeur du travail semble se diluer? Non, pour moi, la valeur du travail reste toujours aussi forte en ce sens que chacun cherche à trouver du travail et que la valeur en soi du travail plus ou moins gratifiant est finalement secondaire par rapport à le fait de trouver un travail, de trouver un emploi. C'est ça qui est la base. Ce qui compte, c'est d'avoir un travail. C'est même plus de trouver le sens de ce qu'on fait au travail. Si, mais c'est presque une question de riche. Une question qu'on peut se poser, peut-être nous autour de la table, peut-être que ceux qui n'ont pas cet emploi, qui n'ont pas ce salaire, se posent la question différemment. Est-ce qu'il faut... Mais vous avez certainement raison. Je suis assez d'accord avec vous. Mais en partant de ce postulat, on reconnaît que ce n'est plus par le travail que l'homme se réalise. Ce n'est plus seulement par le travail économique et marchand. Voilà, économique et marchand. Oui. Que dit l'Église sur ces points? Je suis pas l'Église, hein, je suis la CFTC. Vous l'avez tous cité. Un syndicat laïque, mais qui se réfère à la doctrine sociale de l'Église. Je ne peux pas parler à la place de l'Église. L'encyclique Caritas et Veritate parle effectivement, Philippe en parlait tout à l'heure, cette notion de don. Mais que dit Benoît XVI dans cette notion de don? C'est un point, je voudrais relire précisément cette phrase. La charité dépasse la justice parce qu'aimer, c'est donner, offrir du mien à l'autre. Mais elle n'existe jamais sans la justice qui amène à donner à l'autre ce qui est sien, c'est-à-dire ce qui lui revient en raison de son être et de son agir. Je ne peux pas donner à l'autre du mien sans lui avoir donné tout d'abord ce qui lui revient selon la justice, c'est-à-dire donner du sien à l'autre avant de lui donner du mien. Après, on pourra parler de l'amour, de ces notions de don, amour. Mais voilà, est-ce qu'on en est à donner du sien à l'autre, dans la reconnaissance du travail de l'autre? Philippe Chemin, non, on est un peu loin de ça. Non, Est-ce qu'on l'a été? Oui, ça c'est une autre question. Je dirais que si je reprends la pensée de l'Église telle qu'elle s'est faite, disons de Centesimus Annus a Caritas in Veritate, elle fait bien la différence entre le rôle qui est celui du marché, de l'économie de marché, donc de l'entreprise, et dont on reconnaît la capacité créatrice. Ensuite, c'était toute la logique d'ailleurs
de Jean-Paul II dans Centesimus Annus, c'est de dire attention, il faut que l'État intervienne. Et l'État, il est le garant de l'égalité de tous, notamment face au travail, fondamental. Jean-Paul II a une phrase extraordinaire dans Centesimus Annus où il dit « Avant toute logique des échanges à parité de marché, il est dû à l'homme parce qu'il est homme, en raison de son éminente dignité. » Et la dignité de l'homme, elle commence aussi dans le travail. Et il dit bien que la tâche notamment de l'État, c'est d'assurer que chacun puisse arriver de manière égale sur le marché, ouvrez les guillemets, du travail, donc en termes de capacité d'éducation. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus fondamentales. Dans les temps des premières révolutions industrielles, malgré tout, la notion d'éducation jouait peu. On apprenait sur le tas. On n'avait pas besoin de lire et d'écrire. Et l'on pouvait, à la force de ses bras, on pouvait se faire un travail tout à fait correct, etc. Aujourd'hui, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus importantes. Ce sont des barrières d'éducation, de compréhension, d'être capable d'avoir un lien avec le reste de la société. Et ça, c'est fondamental. Ceci étant, et Benoît XVI le dit bien, on ne peut pas rester dans ce face-à-face mortifère entre le marché et l'État. Il faut qu'il y ait l'homme au milieu. Alors, je pense, moi, de mon interprétation de Caritas in Veritate, c'est l'homme, c'est pas l'entreprise. Hein. C'est l'homme. C'est l'individu. Est-ce que l'homme est en train d'être mis de côté, sorti de cette économie, sorti? Pas plus qu'avant. Mais si. Bon, je sais pas, Joseph Touvenel, une vous en vision pensez? négative. Non, moi je suis très optimiste, mais on peut pas nier la croissance du chômage ces dernières années. Vous le rappeliez, ces dernières années. On ne peut pas nier la perte du sens. Et on ne peut pas nier la perte du sens. Donc il y a quand même plus de chômage. Pourquoi? Parce que l'ouverture au monde, on a parlé des pays en voie de développement qui ont pris une grande part du travail de ce qui appartenait aux ouvriers, aux travailleurs du XXe siècle en Europe. Donc il y a quand même une perte de... On ne peut pas nier au départ cette perte de travail et de réalisation de soi dans le travail. Alors pourquoi je suis optimiste? Je suis optimiste parce que je pense qu'on est à un moment où les choses peuvent changer. C'est-à-dire que après avoir, on ne va pas faire de politique, en tout cas, je n'ai pas du tout l'intention de faire de politique ce soir, mais les différents gouvernements ces 20 dernières années ont échoué sur cette notion de chômage, et on peut espérer qu'on devienne plus raisonnable en allégeant les charges sociales, par exemple, sur le pacte de responsabilité, on pourra l'évoquer, en allégeant les charges sociales sur les bas salaires, parce qu'il faut savoir en plus qu'en France, les bas salaires sont ceux qui coûtent le plus cher. Ils coûtent 20 fois plus cher en France en termes de charges sociales qu'en Allemagne. 20 fois plus cher. C'est ce qui est énorme. Donc c'est effectivement sur ces salaires-là qu'il faut agir. Et en plus, on le sait, ce sont là que les poches de chômage sont les plus importantes. Chez les jeunes et chez les seniors. Mais voilà au moins pour les jeunes. Donc, je suis assez optimiste. On pourra dire que le gouvernement va pas assez loin, etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais je suis assez optimiste. J'espère que les décisions qui sont en train d'être prises, à condition qu'elles soient menées d'action, permettent de redonner de l'emploi. Et en redonnant de l'emploi, on redonne de la valeur au travail et on permet aux jeunes de se réaliser. Joseph Touvenel, un optimisme que vous partagez? Quand vous entendez le pape François dire il y a quelques jours, place Saint-Pierre, ouvrez les yeux et ne restez pas les bras croisés. Et il s'adressait aux responsables d'entreprise, il s'adressait aux chefs d'entreprise en leur demandant un effort de créativité et de générosité pour redonner l'espoir aux chômeurs. Bon, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui a été noté aussi. Le pape François, il a raison, il est d'ailleurs dans la continuité de ses prédécesseurs. Hein. Il y a une logique, alors avec des expressions différentes, parce qu'il y a des cultures différentes, mais le fond est exactement le même. Hein. Il y a pas moi, je vois pas une feuille de papier à cigarette entre le pape François, Jean-Paul II, Benoît XVI, c'est des expressions différentes sur le même fond. Être optimiste, ben oui, sinon on ne serait pas là. Moi, je suis intensément convaincu qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de fatalité historique. C'est le courage ou la lâcheté ou l'indifférence des hommes et des femmes qui font l'histoire. Donc, comme le dit le pape François, on se retrousse les manches, on y va et on améliore les choses. Les chefs d'entreprise, les politiques, bien sûr, tout le monde, toute la l'emploi. société. Le pacte de responsabilité, ce qui a été vu est pas mal en théorie. Le problème de la France, en tout cas de l'industrie française,
C'est à mon sens une erreur d'appréciation en gros de nos industriels depuis des décennies, c'est-à-dire de dire je vais fabriquer des produits moyens de gamme ou bas de gamme, je vais en vendre beaucoup, donc je vais faire ma marge sur le nombre. Oui, mais quand on est rattrapé par les pays émergents qui font la même chose mais beaucoup moins cher, plus personne ne nous achète. Les Allemands, pour l'industrie, ont fait globalement un choix différent, qui est le choix de la qualité. Avec la qualité, je vends moins, mais j'ai des marges plus importantes. Et notre problème, c'est sans doute la faiblesse de nos marges dans nos entreprises aujourd'hui, qu'il faut retrouver. Donc le pacte est intéressant pour ça, pour redonner des marges aux entreprises, pour faire de la recherche, du développement, être dans l'excellence et avoir de nouveau des produits qu'on va être capable de vendre. Pacte de responsabilité, Philippe Chalmin, vous y croyez? Mais je ne sais pas si ça a marché, parce qu'une fois que j'ai donné des marges aux entreprises, il y a des entreprises qui vont avoir ces marges supplémentaires, qui vont faire de la recherche, du développement. Ce ne sera pas de l'emploi pendant 6 mois, ça c'est pas vrai. C'est pour dans 5 ans, 6 ans. Mais très bien, il faut le faire. Puis il y a peut-être des entreprises qui vont aller construire des usines en Chine pour ensuite nous revendre des produits chez nous. Et alors là, on aura tout perdu. Moi, je suis un grand sceptique. Je suis un grand sceptique sur le pacte de responsabilité. J'attendais et je continue à attendre des réformes beaucoup plus profondes. Je ne suis pas du tout d'accord avec Joseph Touvenel sur la traditionnelle comparaison franco-allemande. Il me semble que la comparaison franco-allemande, c'est avant tout, et là je me tourne aussi vers Bertrand Macadéo, c'est une relation à l'entrepreneuriat. La force du modèle allemand, c'est ce qu'on appelle le Mittelstand. Ce sont des entreprises de taille moyenne, moyenne grosse, souvent mondialisées, à caractère familial. Notion de capitalisme familial. Avec une volonté patrimoniale extrêmement forte. Ce qui n'existe pratiquement pas en France, pour des raisons culturelles. Nous avons en France, rappelons-le, et ça, c'est une grande partie de notre héritage catholique romain, un rapport éminemment ambigu à l'argent. Celui qui gagne de l'argent, c'est pas bien, quelque part. Et c'est vrai que les successions, les transmissions d'entreprises, se sont beaucoup moins bien faites. Que le modèle français a aussi fonctionné par, finalement, une présence extrêmement forte de l'État. Et c'est vrai que les très grandes entreprises françaises taillent des croupières aux entreprises allemandes. Alors le cas Alstom est peut-être un peu particulier, mais elles sont déjà mondialisées. Elles sont d'ailleurs très souvent issues du modèle public. Alors que l'État lance ses plans pour l'emploi, ça devrait vous rassurer? Je ne sais pas. Celui-ci. L'État peut-il changer des mentalités? Le SMIC jeune. Lorsque je vois, alors abordons-le, c'est un sujet dont il fallait bien qu'on y passe. Mais j'avoue que lorsque j'ai vu la manière dont M. Gattaz, alors de manière peut-être un peu maladroite, j'en conviens, dit au fond, peut-être pourrait-on, alors que nous dépassons les 3,5 millions de chômeurs, 5 millions en réalité, si je compte toutes les catégories et tous les tiroirs possibles, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour faciliter le retour à l'emploi ou le premier emploi, avoir et atténuer le SMIC? Et vraiment, c'était prudent, hein. C'était pas violent, comme j'aurais tendance à le dire, notamment pour les jeunes. La montée des protestations, et sa brillante prédécessrice, n'hésitant pas à parler d'esclavagisme. On voit bien les blocages de la société française. N'empêche que l'idée fait son chemin, on en parle ce soir, c'est toujours dans l'actualité. Alors, moi, je vais dire ce que je pense du SMIC jeune, et comme ça, Joseph Touvenel et Bertrand Macadéo vont pouvoir me contredire. Je pense que la France, aujourd'hui, a la caractéristique d'avoir 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système à Bac-2 en général, sans diplôme et en situation d'échec. Des gamins qui sont d'ailleurs non intégrables dans des systèmes d'apprentissage classiques. Vouloir maintenir la fiction du SMIC, c'est imaginer que ces gamins qui ne savent rien faire, qui sont bien souvent d'ailleurs à resocialiser, et ce qui peut être fait dans le cadre du travail et de l'entreprise, ces gamins vont toucher le même salaire que quelqu'un qui aura X années d'expérience. Et donc, on aurait, au travers de ce SMIC, une sorte d'égalité
théorique et une égalité qui est au fond inéquitable quelque part, puisque, de toute manière, par l'existence du SMIC tel qu'il est, nous excluons de facto ces jeunes du monde du travail. Il me semblerait plus réaliste d'imaginer un SMIC jeune. Alors, vous me direz, on les a, moi, mes étudiants partent en stage, et je trouve logique qu'un stagiaire de première année touche le minimum syndical, c'est-à-dire 350 €, là où mes étudiants à Bac plus 5, qui font 1 an de stage, eh ben, ils ont une indemnité de stage, Bac plus 5 Dauphine, ils ont une indemnité de stage qui est largement supérieure au SMIC d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a une progression. Ça n'est pas aberrant. Et dans la nature, c'est ainsi. Je ne partage pas cette analyse. Bon. Philippe, je ne la partage pas pour 2 raisons. Sur les jeunes, donc, le SMIC, un jeune à Bac plus 5 qui sort de l'université de Dauphine... Lui, il n'est pas concerné. Non, mais attends. Il gagne combien? Il va gagner 2 SMIC et demi. À peine. Oui, 1500 €. Il va être, au démarrage, il va être à 3000 € et ça sera pas mal déjà. Hein. Quels sont les c'est tout à fait ça. Hein. Et ouais, encore, j'ai quand même 5 garçons qui ont fait 4 garçons qui ont fait 4 écoles de commerce. Je connais à peu près les. Et quels sont les espoirs de gains et de valorisation de leur rémunération? Avoue d'ailleurs que ça démarre presque relativement cher, parce que même à Bac plus 5, pourquoi est-ce qu'il gagnerait 3 SMIC? C'est énorme. Il ne les gagne pas pour l'entreprise. Mais est-ce que tu te souviens à combien tu as démarré ta carrière? Non, moi j'étais enseignant, tu sais, alors là, de ce côté-là... Bon, okay. Bon, mais est-ce que le SMIC jeune peut aider des jeunes à revenir sur... Le SMIC n'est pas suffisamment important aujourd'hui. Un ménage, un jeune avec un enfant, un ménage avec un enfant avec un SMIC, il a aucune possibilité d'économie. Il peut faire une croix s'il n'est pas aidé, pas sur toute acquisition immobilière, etc., alors que les loyers à Paris sont chers, etc. Donc, moi, je trouve que le SMIC n'est pas élevé, et là, je parle à titre personnel. On n'a pas encore complètement débattu au sein des EDC sur cette notion de SMIC jeune ou pas. Donc, mon propos est vraiment à titre personnel. Je pense que le SMIC n'est pas élevé, et je pense que c'est pas une bonne... Je ne suis pas d'accord avec l'angle de comparer le SMIC aujourd'hui avec une personne qui a 30 ans d'expérience. Parce que, effectivement, ces personnes qui ont 30 ans d'expérience, qui sont ouvriers et qui sont encore au SMIC, ils n'ont pas une qualité de vie fantastique, c'est sûr, mais c'est pas pour autant qu'il faut rabaisser toute la chaîne et démarrer un SMIC à 1000 €. Comment veux-tu qu'un jeune avec 1000 € puisse vivre de façon autonome? Alors, sans vivre, tu peux retrouver avec le RSA, en clair. Il faut peut-être revenir... Et l'aider à retrouver la valeur du travail. L'aider à retrouver la valeur du travail. On a peut-être oublié ce que c'est. Ça s'appelle le salaire minimum, c'est-à-dire c'est le minimum de salaire. Voilà. Et quand on parle de la valeur travail, comme toute chose qui a de la valeur, ça a un prix. Et le prix, c'est que quand je travaille, alors je dois gagner ma vie suffisamment. Je reviens à saint Thomas d'Aquin sur le juste salaire. Je reviens au début de mon propos sur la dignité de la personne humaine. Quand je travaille, que je sois jeune ou pas jeune, quand je travaille, mon travail doit me permettre de vivre. Et si on considère, puisque c'était ça, le salaire minimum, sa mise en place, ça a été ça. Hein. C'était calculé, d'ailleurs, il y a eu des débats qui étaient totalement absurdes, où du côté du patronat, on refusait que les ouvriers mangent sur des toiles cirées, on disait à même la table, et du côté syndical, on disait non, les ouvriers mettent des toiles cirées, et ils ont terminé par mesurer combien une toile cirée en moyenne était, et combien si elle vivait pendant 3 ans, pendant 5 ans, pour être intégrée dans le salaire minimum. Vous voyez comment ça a été construit, le salaire minimum? C'est vrai, cette anecdote? Oui, bien sûr, c'est vrai. Parce qu'il y avait une femme négociatrice au salaire minimum, c'était une de la CFTC, c'était une des responsables de la CFTC qui nous a raconté ça. D'ailleurs, on l'a interviewé, on a ça sur nos archives filmées. C'est passionnant de voir comment le SMIC s'est construit. C'est le minimum du salaire. Donc, eh bien, si je veux respecter la valeur travail, je dois respecter aussi un salaire minimum. Pour le jeune, est-ce que ça va assez loin dans ce cas-là? Aujourd'hui, pour les jeunes, vous avez l'apprentissage. C'est là où il y a un SMIC jeune. C'est l'apprentissage. Oui, mais attendez, vous l'avez dit, il y a les stages. Mais voilà, il existe. Mais quand je travaille, vous devez être comme moi, un ancien jeune. Quand j'ai commencé à travailler à 16 ans comme manœuvre chez un horticulteur, eh ben je travaillais
comme les autres, et je voulais être payé comme les autres. Et quand vous dites, mais celui qui a de l'ancienneté, et vous avez même dit de l'expérience, ben si cette personne qui a X années d'expérience est toujours au salaire minimum, au minimum de salaire, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas dans le système économique. Oui, mais justement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que comme de la même manière qu'il existe l'apprentissage dans un cadre bien déterminé, de la même manière qu'il existe les stages dans un cadre bien déterminé, il ne faut pas être aveugle quand même. Il y a toute une population qui échappe aujourd'hui, ce que François Bayrou appelait les malappris, c'est-à-dire ceux qui sortent du système à 16 ans, en situation d'échec total. Vous ne les récupérerez pas dans l'apprentissage, c'est fichu ça. Vous ne les récupérerez pas dans le système des stages. Et donc, c'est justement comme ça qu'il faut les récupérer, en faisant à la fois de la formation adaptée à cette population en grave difficulté, par le mode de l'apprentissage. Alors là, mais c'est prévu, c'est dans les textes, c'est déjà... Ils ne sont pas au salaire minimum puisqu'ils ne travaillent pas comme les autres. Mais c'est déjà dans les textes. N'inventons pas. Mais on peut en... Oui, non, parce que ce sont... Je suis un employeur capitaliste moyen. Ah, voilà. Je peux embaucher deux personnes. Oui. Un, à qui on me dit, ben voilà, il y a le salaire minimum. Et l'autre, on me dit, ben parce que il a 20 ans, vous allez le payer 200 € de moins. Qu'est-ce qu'il fait, mon capitaliste moyen ? Eh ben, il va aller chercher celui à 200 € de moins. Et c'est toute l'échelle de la société qui est écrasée. Ouais, non mais attendez, peut-être que... Alors, il y a des patrons socio-chrétiens qui vont dire non, quelqu'un qui travaille, je dois justement le rémunérer. Et d'ailleurs, je vais aussi le rémunérer en fonction des bénéfices de mon entreprise et je vais lui donner de la participation. C'est d'ailleurs ce que réclame la doctrine sociale de l'Église, qui est très attachée à la participation et qui dit même que le travailleur, il est légitime qu'il soit copropriétaire de l'outil de production. Bon, là, j'ai quand même camarade l'impression qu'on capitaliste revient, chrétien. Philippe, juste à la définition qu'on essayait de faire au début. Non, c'est pas camarade capitaliste, parce que cette Joseph doctrine-là Touvenel, n'a rien de marxiste. Au contraire, les marxistes, eux, avaient décrété, et d'ailleurs, c'était dans le... On est dans un travail qui n'est que valeur, là. L'URSS, dans ses textes officiels, avait interdit le chômage. C'est comme ça qu'ils ont eu le plein emploi. C'était pas compliqué, c'est-à-dire si vous ne travaillez pas, vous êtes déporté en Sibérie, donc comme ça, là, on avait le plein emploi. C'est pas la bonne solution non plus. Nous en sommes d'accord. Mais dans l'exemple que vous donniez, je suis pas totalement sûr que le gamin de 20 ans qui n'a jamais travaillé, le fait de pouvoir l'embaucher, peut-être en le payant moins cher que le SMIC, ça peut être aussi ce qui lui mettra. Et vous êtes en train de me dire moins cher que le minimum. Mais le minimum, c'est le minimum. Alors vous préférez quoi? Vous préférez quoi? Qu'il soit RSA? Qu'il soit aux minima sociaux? Mais non, mais c'est qu'il ne travaille pas. Je suis pas sûr. Et qu'à la limite, il ne rentre jamais. Vous êtes en train de dévaloriser la valeur du travail. Non, je suis en train de chercher comment ouvrir les portes. Or, aujourd'hui, nous avons un système qui est un système qui fonctionne sur l'exclusion. Justement, parce que finalement... Non, on ouvre les portes, on ouvre les portes par l'apprentissage, on ouvre les portes par l'alternance, mais non, on ne peut pas dire... Tu sais aussi bien que moi que ça marche pour certains et qu'il y a aujourd'hui, et que nous avons une société en France, c'était un président qui fut élu et qui ne fit rien, mais il avait été élu sur ce thème, qui était celui de la fracture sociale. La fracture sociale est une réalité, et la première... Le premier exemple, la première évidence de la fracture sociale, c'est la sortie du monde du travail. Mais attendez, allez expliquer. Quand vous avez un gamin qui se lève et qui habite la banlieue, parce que généralement ils n'ont pas les moyens, qui se lève tôt le matin, très tôt le matin, pour prendre les transports en commun. D'abord, il faut payer son transport en commun. Si je ne gagne pas assez, je ne peux même pas payer mon transport pour aller travailler. Qui prend son transport en commun, qui va bosser, qui revient. Et qu'il y a les mecs dans la cité qui se sont levés à 11h pour les plus matinaux, qui lui rigolent à la figure en disant « Moi, avec mon petit trafic, je gagne 4 fois plus que toi. » Et vous êtes en train d'expliquer à ce jeune « Eh bien, on va encore te baisser ce que tu as. » C'est la réaction d'ailleurs de ceux des ouvriers de la première heure par rapport à celui de la dernière heure. Oui, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a quand même de gros avantages fiscaux et financiers pour les entreprises qui adoptent l'apprentissage, qui adoptent l'alternance. Je l'ai mené dans mon entreprise, et nombre d'entreprises le font. Aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on a lancé un manifeste pour l'emploi des jeunes par lequel 400 entreprises se sont engagées à favoriser les CDI ou CDD, autant que faire se peut, mais ça, c'est pas toujours possible, favoriser l'apprentissage et l'alternance, et ça fait ses petits.
c'est quand même pas si vieux que ça, l'apprentissage à l'alternance. Et je pense que ce sont des voies qu'il faut qu'on continue à explorer. Justement, est-ce que ce sont des bonnes voies ? Est-ce qu'on va assez loin là-dessus ? Est-ce que ce qui est fait en ce moment il faut certainement aller plus loin. À retrouver. Il faut certainement aller plus loin. Mais je trouve que cette notion d'apprentissage et d'alternance, où le jeune, parce qu'on le sait, un jeune qui est un apprenti dans une entreprise, l'entreprise prend en charge une partie de ses frais d'études. C'est-à-dire que si le jeune ne va pas suivre ses études, l'entreprise peut lui dire mon coco, maintenant c'est fini, et tout est arrêté. Donc là, je pense qu'il y a une notion de gagnant-gagnant qui est très intéressante et que les entreprises devraient et qu'elles se mettent à le faire. Et je reste optimiste. J'aimerais avoir l'opinion du Hugues d'Hautefeuille là-dessus, qui va prendre un peu de recul sur. Finalement, là, on parle du goût pour le travail, du goût d'un jeune qui pourrait venir sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'on a perdu qui fait qu'il ne l'a plus ? Et est-ce que vous pensez que les solutions, qui sont des solutions politiques dont on parle depuis tout à l'heure, en quoi ces solutions pourraient l'aider ? En tout cas, je pense que le point essentiel, c'est qu'effectivement, il puisse rentrer sur le marché du travail. C'est ça qui est essentiel. Et à mon avis, effectivement, il faut être imaginatif et se laisser ouvertes des portes. Par exemple, sur un autre sujet, qui est celui des seniors, le chômage des seniors, il y a eu hier ou avant-hier une information sur le fait que peut-être, suite à un rapport qui a été remis au président de la République, les seniors pourraient être accueillis dans les entreprises, les chômeurs seniors pourraient être accueillis dans les entreprises finalement dans une sorte d'alternance, de formation et d'apprentissage. C'était le terme. Et donc, c'est par rapport aux pratiques traditionnelles du chômeur, de Pôle emploi, etc., c'est sortir d'une démarche habituelle, on va dire. Mais, donc cherchons effectivement des choses en rupture. Alors, effectivement, elles ne sont pas si faciles à trouver. Et puis, d'autres choses, c'est sur les jeunes, leur capacité. Alors, d'une part, c'est vrai que comme il y a beaucoup moins de travaux physiques qui demandent de la force physique, aujourd'hui, finalement, l'entrée dans le monde du travail est moins facile qu'il y a un siècle. C'est peut-être dommage, et donc peut-être que le travail manuel, justement, qui est très mal considéré en France, peut être remis en lumière. Et puis une autre chose que vous connaissez tous, c'est l'intelligence des jeunes. Alors je sais trop facile de dire ça, mais c'est l'intelligence des jeunes par rapport aux nouvelles technologies qui nous enseignent beaucoup de choses. Donc est-ce que à ce niveau-là, comment sont-ils ? Est-ce qu'ils sont effectivement à un niveau et moins bien que d'autres Donc là, ça pose une question. Je ne dis pas que la réponse est toute évidente. Ce travail manuel, est-ce que ce n'est pas un des derniers pans de l'économie qui a encore une valeur concrète, qu'on connaît ? On a, alors, un des problèmes de la France, ce que vous avez dit sur l'Allemagne tout à l'heure, j'étais d'accord, c'était pas antinomique, sauf que le catholicisme, l'argent, etc., j'ai pas remarqué qu'en Bavière catholique, les résultats étaient plus mauvais que dans le reste de l'Allemagne, sont même meilleurs que dans le reste de beaucoup de langues. Ouais. Donc je pense pas que ça soit une barrière. Mais le problème sur le travail manuel, c'est qu'il est déconsidéré. J'ai été, il y a quelques semaines, en Allemagne, visiter l'usine BMW. On voit des apprentis. Alors, eux, ils savent faire de l'apprentissage. Les apprentis sont là. Et les apprentis qui sont pris à la base, avant un CAP, etc., peuvent tout à fait, et ce n'est pas d'une façon marginale, ensuite continuer une carrière et devenir ingénieur. En France, pas possible. Alors là, le système scolaire est verrouillé et nos profs de fac sont tellement là, clac, c'est verrouillé, impossible. On a un problème là-dessus. On a un problème de... Quand j'ai commencé à travailler donc jeune, j'ai été manœuvre chez un horticulteur parce que l'école m'ennuyait profondément. Donc dès que j'ai pu la fuir, et je ne le regrette pas, j'ai fui le système scolaire, et j'ai trouvé, à l'époque, on trouvait du boulot. Et puis j'ai fait un service militaire, ensuite j'ai voulu retrouver du travail après mon service. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je prenais les petites annonces du Parisien, et tout de suite, j'ai trouvé nettoyage ou gardiennage. Aujourd'hui, d'abord, vous trouvez beaucoup moins de petites annonces, mais si vous voulez être gardien statique devant une banque, ou faire le nettoyage des poubelles dont je parlais tout à l'heure, il vous faut des diplômes. Et les annonces, vous regarderez, que vous avez, c'est pour des formations diplômantes, pour aller nettoyer les toilettes ou pour aller garder devant les banques.
on dysfonctionne quand même un peu. Donc il faudrait rétablir la noblesse du travail manuel, d'abord, et ensuite arrêter cette course aux diplômes qui ne veulent plus rien dire dans ces cas-là, mais plus rien dire. C'est vrai, mais justement, j'ai l'impression que le travail manuel redevient un peu plus noble. Et j'ai des exemples autour de moi d'enfants d'amis qui ont décidé de s'orienter vers des travaux. L'un a monté une boîte de plomberie à Nantes, ça marche très très bien, et il n'avait pas fait d'études, et ça marche très bien. L'une a fait un bac+5, elle travaille dans une société d'assurance, et elle a décidé il y a 1 an, elle est passionnée par la pâtisserie, elle a décidé de se lancer dans la pâtisserie avec une amie qui a fait les mêmes études qu'elle, et donc elle est en train de passer un CAP parce que je ne savais pas, mais pour pouvoir vendre des gâteaux, il faut avoir un CAP. Absolument, mais ça c'est la France. Hein, ah non, ça, tout à fait. Oui, mais je suis sûr que le syndicat CFTC concerné, retour à la loi Le Chapelier. On ne peut rentrer que si on a le diplôme requis. Eh bien, vous connaissez bien mal le syndicat CFTC concerné. Je vous invite à adhérer à la CFTC, même comme enseignant. On n'en a pas assez. Et comme il y a des élections bientôt en fin d'année, y compris pour les enseignants, on a besoin de voir. Donc n'hésitez pas, votez pour nous et adhérez chez nous. Merci de m'avoir tendu la perche. Et d'autres exemples. À la CFTC, très bonne idée. Pourquoi pas. Oui. Et d'autres exemples. J'ai un de mes fils, mon fils aîné, qui est chef d'entreprise, qui a repris une entreprise, qui est chef d'entreprise, et qui me disait il y a quelque temps, tu sais papa, il n'est pas impossible que dans 3-4 ans, je revende cette entreprise parce que j'ai un rêve, je voudrais être ébéniste. Et pourquoi pas? Mais est-ce que nous, à notre génération, on se permettait ce genre de choses? Non, on était dans un moule, et je dirais tout le monde était dans le même moule. Les ouvriers étaient dans un moule, les cadres étaient dans un autre, etc. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde s'ouvre aux jeunes, parce que autant ils ont vu des pères au chômage, etc. Donc cette valeur travail a été perdue pour eux. Il y a de la surinformation qui fait qu'ils ont du mal à croire en nos politiques, et puis c'est pas la presse, mis à part KTO bien évidemment, mais c'est pas la presse qui va les mettre, qui va les réconcilier avec le monde de l'entreprise. Mais je pense qu'il y a quand même des signes très positifs. Et votre fils, il va chercher quoi en imaginant un métier comme ça? Il va chercher un sens qu'il a plus aujourd'hui? Exactement. Non, pour l'instant, il a un sens, mais il a cette passion. Alors bon, il vient d'avoir une petite fille. Je ne sais pas s'il en a 3 ou 4, il pourra se permettre de démarrer une vie tout à fait nouvelle pour lui, parce que je ne sais pas s'il a des talents particuliers, et en tout cas pas de formation là-dessus. Mais voilà, il y a une ouverture qui se crée. Je crois que le travail manuel reprend. Mais là, est-ce que c'est pas une bonne chose, ça? Est-ce qu'on n'a pas justement voulu trop sanctuariser le travail? Non, mais ça, c'est une très bonne chose. Je suis simplement je m'excuse d'être un petit peu trop rabat-joie, mais c'est vrai que nous sortons de toute une période durant laquelle le travail manuel a été ceux qui étaient orientés. Oui. Soyons honnêtes, c'était les ratés. Exactement. Alors, le paradoxe, c'était quand même que la France était une société qui sanctifiait, par contre, un travail intellectuel, mais qui était un travail intellectuel orienté vers l'industrie. Nous étions le pays des ingénieurs. Ce que nous ne sommes plus aujourd'hui. Et les derniers ingénieurs que nous formons, trop souvent, ils vont faire de la finance à Londres ensuite. Parce qu'ils sont passés à Dauphine, on leur a dit aller sur les marchés. Ah non, mais attendez, ça c'est pas bien. Vous savez, je n'irai pas défendre ce genre de choses, au contraire, mais je ne suis pas du tout sûr que on peut toujours dire c'est beau le travail manuel, etc. En France, on mettra du temps à revenir là-dessus. Et notamment, malgré tout, et je pense que vous en serez d'accord, la relation à l'apprentissage, ça marche pas très bien, l'apprentissage. Très peu d'artisans en France. Un artisan, il y avait eu un très joli papier de François Villeroy de Galhau, des Semaines sociales, dans La Croix il y a quelque temps, dans lequel il comparait, il avait fait venir à Sarrebruck un plombier allemand et un plombier français. Il avait vu le plombier allemand arriver, c'était le compagnon avec son apprenti, etc. Puis le plombier français, il était venu tout seul, il n'avait pas d'apprenti. Messieurs, il reste 2 minutes. Dites-moi, on va faire un tour de table. Dites-nous vos raisons d'espérer et vos raisons pour redonner un peu de valeur à ce travail dont on a parlé pendant 1 heure. On voit très bien qu'il y a une demande claire dans la société. D'abord, ceux qui n'ont pas de travail, qui veulent accéder au marché de l'emploi, et en même temps, toute la société qui s'interroge sur les valeurs de la société.
et sur les valeurs du travail. Et c'est comme ça qu'on va le retrouver. Mais les valeurs du travail, il ne faut pas qu'on raisonne en franco-français. Il faut aussi qu'on se dise, nous sommes tous des consommateurs. Quand j'achète un produit, j'ai une responsabilité de m'interroger sur la façon dont il a été fabriqué. Est-ce que les droits sociaux minimums ont été respectés par ceux qui l'ont fabriqué? Alors, à un moment donné, c'est l'arbitrage. Les plus pauvres, ils vont acheter le moins cher, c'est normal. Tout le monde n'est pas le plus pauvre. Et posons-nous cette question. La valeur travail à laquelle nous sommes attachés, c'est aussi la valeur du travail à l'autre bout de la planète pour faire remonter les conditions sociales de ceux qui sont exploités de façon éhontée aujourd'hui. Bertrand Macabeo, comment retrouver la valeur travail? J'ai envie de dire, j'espère que la France a touché le fond de la piscine. On voit des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, qui se sont redressés. Et j'ose espérer qu'on est sur un chemin d'inflexion de charge pour les entreprises et donc leur permettant de recréer de l'emploi. Et c'est par l'emploi que la valeur travail se sera retrouvée. Hugues Dautefeuille, un mot sur ces raisons d'espérer autour de la valeur travail. Et j'en profite pour représenter votre ouvrage « Réinventer le travail, Semaine sociale de France ». Moi, je suis persuadé qu'on peut inventer de nouvelles formes d'activité, de travail. Je vois effectivement que certains s'emparent avec beaucoup de savoir-faire des technologies nouvelles pour coopérer avec leurs voisins, aussi bien que celui qui est en Inde ou dans d'autres pays, que ce mode de collaboration arrive à créer des choses même temporaires. D'ailleurs, très souvent, l'économie peut-être de demain, ce sera des suites de choses temporaires. Donc, il faut se faire à cette idée que, effectivement, la pérennité de quelqu'un dans une entreprise, dans un travail, c'est plus ça. Je pense que on peut espérer sur l'imagination aussi de ces nouvelles générations. Philippe Chalmin, même question. Le défi majeur pour un pays comme la France, qui est une horrible machine à exclure, dans lequel nous n'intégrons pas les jeunes et dans lequel nous virons les vieux. C'est probablement, effectivement... Je ne crois pas à la fin de la valeur travail. Jamais la valeur travail n'a eu autant d'importance. Simplement, nous en avons exclu un certain nombre. Et je reviens sur ce que disait Joseph Touvenel en introduction. Peut-être que notre erreur, c'est de nous concentrer sur un travail qui est uniquement que la partie marchande du travail. La beauté du travail, c'est justement d'être... c'est ce que nous faisons dans collaboration à la réalisation de l'œuvre de Dieu sur Terre. Et c'est ça qui est fondamental. Messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Beaucoup de pistes de réflexion, évidemment, pour ce 1er mai. Ça pourra, je pense, donner des pistes de réflexion à tous nos dirigeants. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous dans cette salle des Bernardins. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Mardi des Bernardins. Bonne soirée.